Bonjour, nous vous remercions de vous être inscrit à ce webinaire sur la thématique le sommeil et les horaires atypiques. Je suis Gay Valérie, infirmière en santé au travail. Bonjour, je suis Alicia Chambaud, diététicienne et ergonome au sein du pôle prévention des risques professionnels du SLST. Bonjour, Madame Delabre Isabelle, infirmière en santé au travail à Moron-les-Bains. Alors, nous allons démarrer par un petit sondage. Pour vous, quel est le pourcentage des salariés concernés par le travail en horaire atypique? 20%, 40% ou 60%? Et donc, on vous laisse réfléchir. En effet, 40% des salariés sont concernés par les horaires atypiques. Alors, on va vous donner une petite définition des horaires atypiques. Ça concerne tous les salariés ne travaillant pas en horaire standard, c'est-à-dire 5 jours réguliers du lundi au vendredi entre 7h et 20h. Ces horaires comprennent le travail de nuit, posté, 3-8, 2-12 ou 5-8, ou le week-end. Les effets sur la santé. Second sondage, quels sont les effets sur votre santé? Donnez-nous au minimum 3 effets. Les effets sur la santé sont tout d'abord les troubles du sommeil et de la vigilance. La somnolence augmente le risque d'accident de travail et de trajet en réduisant la vigilance ainsi que les réflexes. En deux, nous avons les troubles cardiovasculaires comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde ainsi que l'insuffisance cardiaque. Les troubles métaboliques, nous avons le diabète, l'obésité, la malnutrition ainsi que l'augmentation du cholestérol. Les troubles digestifs, nous avons les brûlures d'estomac qui sont assez fréquents, les reflux gastro-œsophagiens également, ainsi que les troubles du transit et parfois des ballonnements. Les troubles de l'humeur, comme l'irritabilité, l'impatience, le manque de motivation et parfois peut créer un état de tristesse. Les cancérigènes sont probables aussi, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, le côlon, ainsi que le rectum. Les risques pour la grossesse existent pour le retard de croissance, l'avortement spontané ou l'accouchement prématuré. Enfin, l'impact sur la vie sociale et familiale, la fragilité des liens familiaux, la diminution d'instants convivial avec son entourage et sa famille. Nous allons vous parler du rythme circadien. Donc, l'homme est programmé biologiquement pour être actif le jour et dormir la nuit. C'est le rythme circadien sur 24 heures. Alors, pourquoi ces horaires impactent-ils la santé? En fonction des horaires de la journée, notre corps s'adapte. Par exemple, à 21 heures, donc on a une augmentation de la production de mélatonine. Donc, cette hormone permet l'endormissement. Entre 1h et 3h du matin, en principe, on est en sommeil profond. À 7h30 du matin, de nouveau, il y a une sécrétion de mélatonine qui diminue et qui permet le réveil. Donc, au cours de la journée, à 17h, on constate aussi qu'on a plus de force musculaire et d'efficacité cardiovasculaire. Voilà. Alors, sur le tracé, à travers ce graphique, on remarque 2 périodes de baisse de vigilance entre 1h et 3h du matin et en début d'après-midi. Ces périodes peuvent se manifester par bâillement, paupières lourdes, besoin de se frotter les yeux, l'endormissement involontaire, le regard fixe, des périodes de micro-sommeil de quelques secondes, lenteur de réaction, l'inattention, la perte brève de mémoire. Le désir fréquent de changer de position doit vous alerter.
vigilance aussi au volant, lors des trajets domicile-travail où vous pouvez avoir une conduite automatique, des distractions, manquer une sortie, dévier de la voie, une vitesse inconstante, une inattention à la signalisation. Donc, ces signes doivent alerter donc, quand vous êtes en trajet, en voiture et aussi au travail où il y a un risque d'accident du travail majoré, surtout dans les périodes de baisse de vigilance. Alors, on sait qu'un accident mortel sur 3 est dû à l'endormissement au volant. Pour éviter tout risque d'accident de la route, c'est important de se garer, dormir dans le véhicule ou marcher quelques pas ou boire un café. La solution d'ouvrir en roulant la fenêtre et augmenter le son de la radio ne suffisent pas. Vous risquez d'avoir un accident. C'est majoré aussi quand on approche du domicile. On perd encore plus d'attention et de concentration. Le cycle de sommeil. Combien de cycles de sommeil faut-il faire pour bien dormir? Il est en 3 à 5 cycles. En effet, le sommeil n'est pas continu. Il est composé de 3 à 5 cycles. Que se passe-t-il? Un cycle de sommeil est composé tout d'abord d'une phase d'endormissement qui dure entre 10 et 20 minutes, qui est favorisée par une fatigue, une baisse de la température corporelle et une diminution de l'intensité lumineuse. Ensuite, le mécanisme du sommeil. C'est une succession de 4 à 6 cycles d'environ 1h30. Chaque cycle comporte différentes phases. Tout d'abord, nous avons le sommeil lent léger. L'activité cérébrale se ralentit. On se réveille au moindre bruit. Ensuite, le sommeil lent profond. L'activité cérébrale ralentit encore. Il est difficile de réveiller le dormeur. Et enfin, le sommeil paradoxal. C'est une période de rêve, abolition du tonus musculaire. Le cerveau est aussi plus actif qu'à l'éveil. Alors, sur ce graphique est tracé les cycles d'une nuit complète. On constate que les périodes de sommeil profond sont plus longues et plus nombreuses entre 23h et minuit. Donc, pour une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne. Et c'est important de faire un cycle complet avant minuit. Donc, d'où l'importance de se coucher à heure fixe et, si possible, avant 23h. L'endormissement tardif induit un sommeil moins réparateur. On constate aussi des différences par rapport à l'âge. Vers 50 ans, la durée du sommeil diminue. On se réveille plus tôt. Le sommeil s'allège. Les réveils nocturnes sont plus fréquents, donnent l'impression de ne pas avoir dormi. On constate aussi une réduction du sommeil paradoxal sur le deuxième schéma. C'est important pour les horaires décalés, si on peut en tenir compte, en fait, pour les salariés qui ont plus de 50 ans, ça devient plus difficile de récupérer. Les moyens de prévention concernant les salariés. Les conseils généraux sont les suivants. Couchez-vous et levez-vous à des heures fixes. Des horaires de coucher et de lever adaptés et réguliers en fonction des horaires de travail et en fonction de votre chronotype. Si vous êtes une personne plus du matin ou une personne plus du soir, en fin de ce webinaire, vous pourrez évaluer votre chronotype par un quiz. Si votre sommeil est interrompu, ne cherchez pas à vous rendormir à tout prix. Ceci entraîne une excitation. Levez-vous en attendant le cycle suivant du sommeil. Boire une boisson fraîche ou une tisane, un peu de lecture peut vous aider à vous rendormir. Ne prenez pas de médicaments pour dormir sans avis médical. Ne prenez pas non plus de bain chaud. Nous avons rajouté un focus sur la sieste qui est très importante et parfois oubliée. Le sommeil peut être complété en journée par une sieste, soit de 30 minutes qui améliore la vigilance, soit 1h30 lorsque l'on travaille de nuit. Elle permet de récupérer une dette de sommeil.
Alors, les conditions idéales pour un bon sommeil. Donc, l'environnement. Une chambre calme et aérée, une température plutôt fraîche, autour de 18 degrés. Il faut absolument l'obscurité totale avec des rideaux et des volets fermés, avoir le noir absolu. Il ne faut pas assimiler le lit ne doit pas être un lieu d'activité avant de se coucher, puisque votre cerveau ne l'assimile plus à un lieu de sommeil. C'est pour ça qu'il faut éviter toute activité telle que le téléphone portable dans votre lit, l'ordinateur, la tablette. Il est plutôt important de mettre le téléphone une fois que vous dormez en mode avion. Vous pouvez aussi faire attention au risque d'allergie, éviter tout ce qui est moquette. Et donc, en cas de bruit, utilisez des bouchons d'oreille. Vous pouvez aussi afficher un petit panneau à l'extérieur de votre domicile pour indiquer que vous avez besoin de sommeil, donc pas de bruit. Décrochez aussi le téléphone fixe. Il est important aussi de favoriser un rituel au coucher, la lecture, la toilette, une tisane. Évitez toute activité trop excessive, ne pas s'attaquer à faire du ménage ou du repassage ou être trop actif avant de vous coucher. Vous allez avoir du mal à vous endormir. Une dernière info aussi importante, quand on est en horaire décalé, on espère pouvoir avoir plus de temps et on va parfois se lever pour aller chercher les enfants à l'école. Et donc, vous allez avoir une dette de sommeil qui va s'accumuler si vous faites ça de façon répétitive et il faut plutôt prévoir un mode de garde pour vos enfants. L'activité physique est très importante. Pratiquer une activité physique en fin d'après-midi augmente le sommeil profond. Par exemple, 20 minutes de marche suivie d'une phase de récupération, des étirements, de relaxation, une hydratation. Il faut cesser toute activité physique intense après 20 heures, car celle-ci peut perturber votre rythme biologique. Enfin, favorisez des activités relaxantes avant le coucher, la méditation, la méthode de relaxation ou même la sophrologie qui sont très importantes pour votre organisme. Nous allons poursuivre la présentation par les conseils diététiques pour optimiser son sommeil. Pour commencer, nous allons parler de l'équilibre alimentaire et comment l'atteindre par les recommandations nationales du PNNS, Programme national nutrition santé. Sur votre gauche, en effet, vous avez l'affiche donc avec 3 colonnes, augmenter, aller vers et réduire, avec les groupes d'aliments qui sont préconisés ou à diminuer pour être en bonne santé. Sur la colonne de gauche, donc vous avez augmenté les fruits et légumes. Donc 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est-à-dire que si nous consommons une ratatouille et une salade de fruits, cela compte comme 2 portions de fruits et légumes par jour. Vous avez des exemples donc cités sur la droite pour les exemples de portions de fruits et légumes. Donc ça représente la moitié d'une assiette de légumes cuits par exemple, 2 petits fruits comme des kiwis, mais une pomme par exemple en équivalence. Les légumes secs sont aussi à augmenter. Les légumes secs, donc, ce sont les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, etc. Il est recommandé d'en manger au moins 2 fois par semaine. Les fruits à coque, donc, ce sont des aliments qui peuvent être facilement transportables pour les travailleurs postés et qui redonnent vraiment de l'énergie sur le long terme. Donc, une petite poignée par jour est vivement recommandée dans son alimentation. Dans les fruits à coque, vous trouvez les noix, les noisettes, les amandes non salées. Le fait maison et l'activité physique sont également préconisés à augmenter. En effet, le fait maison est apparu dans les préconisations pour une réduction surtout de la consommation des aliments ultra transformés qui augmentent le risque de diabète de type 2. L'activité physique, donc il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique par jour, qui est totalement différente avec la sédentarité au travail. Donc, il est recommandé de bouger au travail, mais également d'avoir une activité physique à côté du travail. Donc, ce n'est pas forcément du sport, mais c'est par exemple sortir marcher, aller promener son chien, bricoler, faire du ménage. Et l'activité physique, quand on a une activité physique au travail, compte également.
Deuxième colonne, aller vers, donc les aliments complets ou semi-complets si on n'adhère pas aux aliments complets. Donc, par exemple, le pain complet ou aux céréales, les pâtes, la semoule ou le riz complet. Les poissons gras et maigres en alternance. Donc, dans les poissons gras, vous trouvez le saumon, le thon, les sardines, par exemple. Et les poissons maigres, tous les poissons blancs comme le colin, le cabillaud, par exemple. Il est recommandé d'avoir un poisson gras et un poisson maigre dans sa semaine. L'huile de colza, de noix et d'olive, bien alterner les huiles dans sa consommation quotidienne. Ne pas toujours consommer la même, en effet, pour avoir les apports recommandés en oméga 3, 6 et 9. Une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. On est à 2 produits laitiers par jour pour un adulte au niveau des recommandations. Les aliments de saison et les aliments produits localement, les aliments bio, sont aussi à augmenter dans les recommandations. Ce qui est à réduire, nous trouvons les produits sucrés, les boissons sucrées, les produits salés qui n'apparaissaient pas auparavant dans les recommandations, la charcuterie, la viande, surtout la rouge, donc à consommer une fois par semaine. Les produits avec le Nutri-Score D et E, en sachant qu'il est en train d'être retravaillé et qu'il sera beaucoup plus strict. Le temps passé assis a aussi été intégré dans les préconisations à réduire, donc de bien alterner les postures durant son activité professionnelle et même dans la vie en diminuant le temps passé sur les écrans. Et enfin, l'alcool à réduire pour les adultes et pour les femmes enceintes, les enfants et les ados, c'est 0 alcool. À droite, nous avons illustré la lunchbox idéale composée en 5 parties. Donc, le plat principal qui va être divisé en 3 avec des protéines animales ou végétales. Dans les protéines animales, vous pouvez consommer de la viande, du poisson ou des œufs. Et pour les protéines végétales, c'est toutes les légumineuses. Par exemple, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, qui peuvent remplacer votre apport en protéines animales. Complété par un tiers de votre assiette environ, suivant votre activité physique et suivant le mode de vie de chacun, des féculents complets si possible, et composés aussi par des légumes crus ou cuits en accompagnement. Si vous n'avez pas de féculents, par exemple des pâtes, du riz ou de la semoule, vous pouvez prévoir des tranches de pain complet en complément de votre lunchbox. Pour finir, nous pouvons prévoir un produit laitier, donc soit un yaourt ou du fromage, et un fruit. En bas à droite, vous avez 2 QR codes qui vont vous renvoyer sur le site mangerbouger.fr avec la fabrique à menu pour prévoir sa semaine de menu équilibrée suivant le nombre de personnes que vous avez dans le foyer avec des recettes sur chaque menu. À droite, le deuxième QR code, c'est nos idées recettes. Donc, c'est un livret que nous avons conçu avec le SLST, avec des recettes équilibrées et rapides à faire pour emmener au travail. Nous allons focaliser les conseils diététiques pour un meilleur sommeil si vous travaillez de jour, si vous êtes en travail posté ou si vous travaillez de nuit. En effet, il est recommandé, si vous avez une qualité de sommeil qui est détériorée, d'avoir un aliment un peu plus riche en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé précurseur de la mélatonine et de la sérotonine, donc les hormones de l'humeur et de l'endormissement. Les aliments qui sont riches en tryptophane, donc vous avez la viande, les poissons gras, les œufs, le chocolat, la banane, la levure de bière aussi, et les oléagineux, donc les fruits à coque que je vous ai cités tout à l'heure. Une alimentation aussi riche en oméga 3. Donc les oméga 3, vous les trouvez surtout dans les poissons gras, le saumon, dans les huiles aussi, les huiles de colza, de lin, et aussi dans les fruits à coque. Voilà. Donc la vitamine D, vous la trouvez dans les poissons gras, les produits laitiers, les œufs, le chocolat et les légumes, donc surtout dans les champignons.
Pour ensuite éviter d'être isolé entre 1h et 3h du matin. Comme on l'a vu précédemment, on a une baisse de vigilance due à l'horloge interne. Normalement, nous sommes en sommeil profond vers 2h du matin. Donc, il faut vraiment éviter d'être tout seul au poste à cette heure-là. Pour contrer cette baisse de vigilance, il est recommandé de prendre une collation équilibrée en associant des protéines et des glucides. Donc, par exemple, du pain avec du blanc de volaille, ça peut être une bonne collation équilibrée pour la nuit, mais on y reviendra tout à l'heure. Il faut ensuite éviter les repas copieux avant le coucher. L'idéal est de favoriser les aliments les plus digestes et limiter les aliments lourds après 16 heures. Peu importe son poste de travail, que l'on soit en journée, en travail posté ou de nuit. Bien s'hydrater tout au long de la nuit, surtout pour les travails comme dans les verreries en milieu chaud. Bien prévoir une gourde ou une bouteille d'eau pour le poste. Stopper le café, le thé, qui ont les mêmes effets sur l'organisme, les sodas, les boissons énergisantes, les aliments riches en vitamine C, donc par exemple les agrumes, les oranges, les kiwis, le pamplemousse, le citron, durant les 5 dernières heures avant le coucher. Et bien limiter sa consommation à 4 tasses de café et de thé sur 24 heures. En effet, les travailleurs postés ont une consommation moyenne de 10 tasses à café sur un poste de nuit. Donc voilà, on essaye de limiter à 4, on passe sur du décaféiné ou des infusions. On essaye de privilégier la cuisine maison. On évite aussi les aliments ultra transformés qui sont riches en sel, en émulsifiants, en acidifiants pour le corps et qui peuvent augmenter en effet le risque de diabète de type 2 et certains cancers s'ils sont consommés quotidiennement. On prévoit une poignée de fruits à coque, donc c'est environ 30 à 40 grammes, car ce sont des aliments qui sont quand même caloriques, mais qui vont plus caler sur le long terme quand on a des somnolences récurrentes, sur un poste de nuit surtout, où on prévoit un fruit et ou un laitage. On boit un verre d'eau ou une infusion en cas de faim et on évite le grignotage et les tentations liées aux distributeurs avec des barres chocolatées ou des gâteaux que nous trouvons régulièrement dans les réfectoires des industries. Donc, il vaut mieux prévoir sa collation faite maison que de se laisser tenter quand nous sommes fatigués ou quand nous avons faim en se dirigeant vers les distributeurs. Bien prendre sa pause assis dans un lieu dédié à la prise de repas et non sur son poste de travail ou à proximité, avec un niveau d'éclairement suffisant. Le mieux, c'est d'être exposé à la lumière naturelle, d'avoir une vision sur l'extérieur, sauf en poste de nuit, mais d'avoir un niveau d'éclairement suffisant, modulable et isolé du bruit surtout. Un réfectoire avec des portes qui se ferment par rapport à l'atelier. Bouger au moins toutes les 2 heures sur un poste assis la nuit et voire toutes les heures pour un poste de journée. Je vais ensuite vous présenter 3 échelles de temps suivant les 3 postes de travail, donc pour le poste du matin, pour le poste du soir et pour le poste de nuit. Pour le poste du matin, on est parti sur le poste le plus récurrent, on va dire, celui de 5h à 13h. Mais cette échelle de temps peut être adaptée aux différents horaires, donc si vous attaquez à 4 heures, à 5 heures ou à 6 heures, et suivant aussi le temps de trajet de la personne. On a mis des heures approximatives pour l'organisation idéale. Donc, il est recommandé pour le poste du matin de se lever en prenant une collation rapide et légère. Donc, ça peut être par exemple une boisson chaude, un produit laitier et ou une portion de fruits. Donc, par exemple, des tranches de pain complet que vous pouvez faire trancher chez le boulanger, le congeler et le sortir la veille pour être bien organisé, ne pas avoir à courir à la boulangerie chaque jour pour avoir son pain. Donc, après, en milieu de poste, un petit déjeuner ou une collation plus élaborée, suivant l'appétit, suivant l'activité physique aussi de la personne. Il est recommandé d'avoir une boisson chaude pour rester hydraté, un élément céréalier, par exemple du pain complet, des biscottes complètes ou du pain grillé complet, un fruit,
un produit laitier et des protéines maigres, donc par exemple du blanc de volaille, du jambon, des œufs ou du poisson. Un exemple, un sandwich fait maison avec 2 tranches de pain complet, du blanc de dinde, des tomates, de la moutarde et une orange. Donc l'orange, on la mange plutôt le matin que le soir. En rentrant chez soi, il est recommandé d'avoir le déjeuner le plus équilibré possible. Donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec l'assiette divisée en 3 parties, viande, poisson ou œufs ou légumineuses, des légumes et des féculents, un produit laitier et un fruit. En sachant que le produit laitier, on l'a mis dans chaque case, mais la recommandation, c'est 2 par jour. Donc, vous dispatchez comme vous voulez. Un exemple, donc steak haché, petit pois carottes, par exemple, pour quelqu'un qui n'aime pas cuisiner. C'est vrai que quand on rentre de son poste de travail, on n'aime pas passer trop de temps à cuisiner. Et ça peut être complété par un fromage blanc et une pomme. Et le soir, si possible, 1h30 avant le coucher, un dîner léger, donc on limite les aliments lourds, type raclette, choucroute, qui vont être plus lourdes à digérer. Pour le déjeuner au retour du domicile, on essaye aussi de le prendre ce repas une demi-heure, voire 1 heure avant d'aller se coucher. Si ce n'est pas possible, on prévoit un deuxième oreiller pour surélever sa tête pour limiter les reflux gastro-œsophagiens. Pour le poste du soir, donc c'est le poste qui ressemble le plus au poste de journée. C'est à peu près la même organisation avec 3 repas par jour, le petit déjeuner au lever, le déjeuner avant de partir travailler, une collation équilibrée en milieu de poste. Donc ça peut être aussi pour quelqu'un qui travaille en journée, un élément céréalier, un produit laitier et ou une portion de fruits. Donc par exemple du pain avec du fromage pour quelqu'un qui aime plus manger salé, ou un pain de seigle au raisin avec du thé, ou ça peut être aussi un fromage blanc avec du muesli et des fruits rouges. Et au retour au domicile, vers 21h30 à peu près, le dîner, pareil, le plus équilibré possible et plutôt léger à digérer. Donc, par exemple, un velouté de légumes, du blanc de volaille, des lentilles et une pomme. Pour le poste de nuit, c'est celui qui entraîne le plus de désorganisation au niveau des repas et du sommeil. Donc, il est recommandé, en effet, la priorité, c'est d'avoir une collation en milieu de poste entre 1h et 3h du matin, dans un milieu lumineux, assis dans le calme, avec des protéines et des féculents. En effet, des protéines, par exemple de la viande, du poisson ou des œufs ou des légumineuses avec des féculents et de bien boire tout au long de la nuit, en stoppant le café et le thé 5 heures avant le coucher. Donc, par exemple, du pain, du jambon, du fromage ou une salade de lentilles ou de pâtes ou de pommes de terre que vous pouvez emmener et prévoir sur 2 jours, par exemple, une salade de lentilles au bacon. Avant de partir, donc bien prendre votre repas équilibré et au retour en fin de poste, un petit déjeuner. Alors, je vous ai mis le petit déjeuner le plus élaboré possible, mais il peut être un peu moins important suivant la faim et la fatigue de la personne. Et au lever, le déjeuner, pareil, le plus équilibré possible. Les pièges à ne pas faire avant de se coucher. Donc, 3 pièges, le café, l'alcool et le tabac. Le café, il supprime la sensation de fatigue. Mais plus on va prendre l'habitude d'en boire, plus on va avoir envie d'en consommer. Donc, le nombre va être de plus en plus important sur les années suivantes. Il allège le sommeil. Donc, au niveau de la qualité du sommeil, elle va réduire et aussi de la quantité également. Il peut provoquer des douleurs d'estomac, des tachycardies, une augmentation de la tension artérielle, mais aussi de la nervosité. Il faut bien, encore une fois, limiter sa consommation à 4 tasses par jour. L'alcool. Il présente un effet sédatif et il détériore la qualité du sommeil. Il faut limiter sa consommation générale. De plus, l'alcool est très calorique. C'est plus calorique que le sucre. Le tabac, il a un effet stimulant. Il faut bien éviter de fumer avant de vous coucher, le tabac et le cannabis compris. Nous allons poursuivre par les moyens de prévention pour les employeurs pour le travail de nuit. Pour éviter les effets sur la santé, la première mesure consiste à réduire dès que possible le recours au travail de nuit.
En effet, selon le Code du travail, ce dernier doit demeurer exceptionnel et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, par exemple l'hôpital. Donc, d'après l'INRS, les moyens de prévention sont les suivants. Le premier moyen, c'est d'agir sur l'organisation du travail, par exemple en affectant en priorité les salariés volontaires à des postes de nuit, en associant ces salariés concernés à la définition des horaires de travail et des cycles de travail. Il faut adopter une vitesse de rotation rapide, donc surtout pour les 5-8 tous les 2-3 jours, associée à une micro-sieste nocturne, donc d'environ 15-20 minutes, où l'idéal, c'est de proposer un de 8 associé à une équipe de nuit permanente avec des volontaires. Instaurer des plannings réguliers et flexibles connus à l'avance. Définir des heures de début et de fin de poste compatibles avec les horaires de transport en commun. En effet, il est compliqué de trouver un bus à 4 heures du matin, ou il faut organiser du covoiturage professionnel. Organiser des temps d'échange entre les équipes qui se succèdent. Les travailleurs de nuit se sentent souvent isolés, surtout par rapport aux managers. Prévoir des temps de pause permettant la micro-sieste nocturne et mener une réflexion sur le contenu du travail en planifiant en début de poste les tâches nécessitant une forte attention ou une charge physique importante pour limiter, bien sûr, les accidents du travail ou les erreurs. Deuxième axe de prévention, adapter les horaires de travail en évitant les postes longs supérieurs à 8 heures, par exemple les postes en 12 heures dans le milieu hospitalier, qui sont très sollicitants pour le corps. Repousser le plus possible l'heure de prise de poste du matin, après 6 heures. Aménager le système horaire afin qu'il interfère le moins possible avec la vie familiale et sociale des salariés, par exemple en limitant les week-ends travaillés. Troisième axe de prévention, adapter les locaux de travail, comme on l'a vu précédemment, en adaptant l'environnement lumineux avec du matériel modulable et en aménageant des salles de pause dédiées aux repas et aux micro-siestes isolées du bruit. Dernier moyen de prévention, informer et former les salariés. En informant les personnes sur les effets sur la santé du travail de nuit et posté que nous avons présenté précédemment, nous avons fait un focus sur les femmes, qui est une population à risque. En effet, le risque est augmenté pour le cancer du sein et il y a une perturbation possible du déroulement de la grossesse. Donc, les femmes enceintes ou venant d'accoucher bénéficient de mesures de protection particulières. En effet, elles peuvent être affectées à un poste de jour et si elles en font la demande, la direction ne peut pas refuser. Il y a suspension du contrat de travail lorsque l'affectation à un poste de jour est impossible et cette suspension du contrat de travail est prévue sans perte de rémunération. Il faut sensibiliser les travailleurs à une bonne hygiène de vie concernant le sommeil et l'alimentation. Donc, c'est une action que nous pouvons proposer avec le service de santé au travail. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail. Pour terminer, vous trouverez des vidéos et des plaquettes faites par le SLST, des vidéos sur notre site avec le docteur Giraud qui fait partie du HPL, donc le Centre du sommeil, et l'association CADS aussi, le Comité associatif des troubles du sommeil stéphanois. Vous avez les plaquettes du SLST sur le travail en horaire atypique, la nutrition et le travail en horaire atypique avec les échelles de temps que nous vous avons présentées. Et pour clôturer, les quiz sur le sommeil avec un quiz de la CARSAT Vivre mes horaires atypiques et le chronotype pour savoir si les salariés sont du soir ou du matin. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.